Voilà, alors donc j'ai intitulé cette communication pharmacologie de l'intelligence artificielle. Je vais expliquer un peu ce terme de pharmacologie au cours de ma présentation. Et le sous-titre était donc comment les automates numériques transforment-ils nos esprits et nos sociétés. Et je vais essayer aussi d'expliquer pourquoi je pense qu'il est préférable de parler d'automates numériques plutôt que d'intelligence artificielle. Donc je commence par une introduction très très générale au sujet justement de cette notion d'intelligence artificielle. Donc comme vous l'avez sans doute remarqué, en fait cette notion d'intelligence artificielle, notamment depuis 2022 et le lancement de ChatGPT et de ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, elle est devenue vraiment omniprésente dans les discours médiatiques contemporains. Elle était déjà présente auparavant, puisque on parlait de smartphone, donc de téléphone intelligent, on parle de smart city, donc de villes intelligentes, etc., etc. Autrement dit, on utilise en fait toujours cette terminologie pour désigner les dispositifs électroniques, informatiques, numériques qui nous entourent. Et cette manière de parler, en fait, qui est devenue un petit peu notre langage courant, elle n'est pas du tout anodine parce qu'elle nous vient d'un certain type de discours qui est un discours plutôt idéologique, qui vient en fait des entrepreneurs de la Silicon Valley, qui est au cœur des réflexions, si je puis dire, transhumanistes, qui consiste à toujours anthropomorphiser les machines. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur attribuer toutes sortes de propriétés ou de capacités, l'intelligence, la pensée, la spiritualité, qui sont habituellement attribuées aux humains, en fait, tout simplement. Donc, on va se rapporter à elles de manière anthropomorphique. Là, je vous ai mis à l'écran deux couvertures de livres de Raymond Kurzweil, qui est le fondateur du mouvement transhumaniste et qui était aussi un ingénieur qui travaillait au MIT et puis qui avait ensuite un poste important chez Google, dans l'entreprise Google. Et vous voyez, c'est des livres qui datent des années 90, 1990 le premier, 1999 le second. Donc il parlait déjà évidemment d'intelligence artificielle, de machines émotionnelles, de machines conscientes, de machines spirituelles. Donc autrement dit, à chaque étape du processus de développement technique, on a l'impression qu'on se rapproche d'une espèce d'idéal qui serait d'avoir une machine qui aurait la même intelligence ou les mêmes capacités que les humains. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la mythologie un peu transhumaniste, le mythe de la singularité technologique, donc l'idée qu'il y aurait un point de bifurcation qui se rapprocherait de plus en plus, à partir duquel, en fait, les machines seraient devenues tellement performantes. Je pense qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Et non, mais vous avez bien fait parce qu'il fait un peu chaud, cela dit. Donc... Bonjour. Et oui, donc je disais, cette histoire de singularité technologique, en fait, c'est l'idée selon laquelle on arriverait bientôt, on aurait jusqu'à maintenant développé des intelligences artificielles spécifiques qui sont capables d'imiter ou de simuler l'humain dans certaines de ses fonctions, et on arriverait bientôt à développer ce qu'ils appellent donc une intelligence artificielle générale qui serait capable d'apprendre par elle-même et d'avoir une multiplicité de fonctions différentes. Et ce moment-là est désigné sous le nom de singularité technologique. Donc c'est quelque chose en fait qui est, quand vous écoutez les discours des entrepreneurs du numérique, par exemple de Sam Altman qui est le directeur général de OpenAI, qui est l'entreprise qui a produit ChatGPT, ou bien si vous regardez aussi les discours du nouveau modèle chinois DeepSeek qui est apparu plus récemment, l'objectif de ces entrepreneurs, c'est d'arriver le plus vite possible à cette fameuse singularité technologique. Voilà. Et même dans les discours qui viennent soi-disant critiquer ou mettre en question ces avancées technologiques fulgurantes, en fait, on reste dans le même paradigme. Et donc, par exemple, dans cette lettre ouverte qui avait été publiée par Elon Musk et beaucoup d'autres entrepreneurs et spécialistes ou experts du champ de l'intelligence artificielle, en fait, ce qui était craint,
ce qui était censé être menaçant ou dangereux, c'était l'avènement d'esprits numériques, ce qu'ils appellent des esprits numériques qui viendraient menacer l'humanité. Donc on est toujours dans ce même paradigme. Et donc moi, ce que j'ai essayé de montrer, notamment dans ces deux ouvrages, qui portent vraiment sur les questions de technologie numérique, j'ai essayé de montrer qu'en fait, tout ce langage anthropomorphique, c'est un langage qui est vraiment idéologique au sens où, c'est aussi ce qu'on a défendu avec un chercheur qui est lui aussi qui est un philosophe, mais qui est surtout mathématicien et logicien, qui s'appelle Giuseppe Longo, qui a beaucoup écrit sur ce sujet. En fait, on a vraiment soutenu que ce langage était un langage idéologique au sens où, non pas au sens où il est tenu par certaines personnes qui veulent exercer un certain pouvoir, ça c'est une chose, mais aussi au sens où il nous empêche de penser les véritables questions, en fait. C'est-à-dire qu'il masque les questions plus qu'il révèle les problèmes, ce qui est le propre d'une idéologie, au sens où, en attribuant toutes ces capacités mentales, psychiques à des machines, à des dispositifs techniques, en fait, nous nous empêchons de nous demander ce que ces dispositifs techniques font à nos esprits, à nous, en fait. Comment ils affectent et comment ils transforment nos capacités mentales, nos capacités psychiques. Or, je crois que c'est une question absolument fondamentale, parce que toutes ces technologies, en fait, elles ne sont pas neutres, évidemment. Par exemple, si vous utilisez une intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou une intelligence artificielle générative comme Grok, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, vous n'allez pas avoir les mêmes textes qui vont sortir, parce que, évidemment, les modèles ont été entraînés selon certains principes, selon certaines idéologies. Donc, Grok était censé être... ChatGPT était censé être trop politiquement correct, et donc Grok était censé être plus provocateur, Grok étant l'intelligence artificielle de Elon Musk, je précise. Et donc, évidemment, toutes ces technologies, en fait, sont pétries d'idéologie et influencent forcément la manière dont nous pensons. D'autant plus que, moi, la manière dont j'essaye de penser ces évolutions, c'est en les réinscrivant vraiment dans les transformations des technologies d'écriture. Au sens où, évidemment, l'informatique est une nouvelle forme d'écriture, d'une certaine manière. Le code informatique, c'est une mutation dans l'histoire de l'écriture, et les machines, ou les logiciels, ou les services, ou les produits numériques contemporains sont aussi des sortes de machines à écrire, d'une certaine manière, industrielles, automatisées, mais néanmoins qui génèrent de l'écriture, qui génèrent du texte, par exemple, ou qui génèrent des images, qui génèrent des sons, mais et donc en ce sens qui écrivent, on pourrait dire. Or, le point important, c'est que depuis un certain temps, et de nombreux auteurs l'ont montré, les techniques d'écriture ne sont pas de simples moyens qui nous servent à transmettre une pensée qui précéderait ces techniques. Au contraire, en fait, elles transforment la manière même dont nous pensons. Ça, c'est vraiment la thèse d'un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Jacques Derrida, que vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit un livre qui s'intitule « De la grammatologie », dans lequel justement il défend cette position qui consiste à dire que l'écriture n'est pas un simple véhicule d'un message qui préexisterait en fait à son expression, tout simplement, mais que l'écriture conditionne l'expression du message, conditionne le sens, conditionne la pensée. Et de manière plus générale, c'est aussi ce que soutient un psychologue comme Vygotsky ou un anthropologue comme Jack Goody, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais Vygotsky parle d'instruments psychologiques pour parler du langage, de l'écriture, et Goody parle de technologie intellectuelle pour parler de l'écriture aussi, en disant que l'écriture n'est pas juste un moyen de transmettre un savoir déjà constitué, mais a rendu possible toutes sortes de capacités de pensée. C'est-à-dire que sans l'écriture, Goody explique très bien ça en détail, en montrant comment le fait de pouvoir écrire un texte permet de se rapporter au contenu du discours de manière tout à fait différente que quand on entend simplement le discours, ne serait-ce parce qu'on peut comparer le début du texte et la fin du texte, décomposer le texte, etc. Et donc pour lui, c'est la raison pour laquelle Goody parle de raison graphique, pour dire qu'il y a vraiment une raison spécifique, une rationalité spécifique, des capacités intellectuelles spécifiques qui sont liées au médium de l'écriture alphabétique, mais évidemment il en va de même pour tout médium technologique. Des travaux beaucoup plus récents dans le champ des neurosciences, comme ceux de Marianne Wolf, ont montré que
ces transformations se jouaient à la fois au niveau des capacités psychiques, mais aussi au niveau des organisations cérébrales elles-mêmes. Ce que montre Marianne Wolf, qui est une chercheuse qui travaille à la frontière des neurosciences et de la littérature, c'est que le passage des médias imprimés aux médias numériques avait évidemment transformé les modes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et que pendant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se formaient, des connexions neuronales se forment et des synapses sont activées d'une certaine manière, et que ces connexions vont être abandonnées quand les techniques de l'écriture et de la lecture ne seront plus pratiquées. Et donc, en ce sens, le cerveau va complètement se réorganiser, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'est pourquoi elle parle de cerveau lettré, en français on traduit cerveau lettré ou cerveau lecteur, et qu'elle distingue du cerveau numérique, en disant en fait les cerveaux coévoluent, disons, avec les supports techniques de symboles. Donc tout ça pour dire que la question, en fait, qui est la question importante, selon moi du moins aujourd'hui, elle consiste à cesser un petit peu de s'interroger sur l'intelligence, la conscience, l'émotion des machines, alors même que malheureusement ce type de questions font quand même l'objet de beaucoup de colloques dans le champ même de la philosophie anglo-saxonne, je dirais, mais plutôt à se demander en fait tout simplement ce que font ces nouvelles technologies à nos capacités psychiques en fait, et a fortiori à nos relations sociales, puisque les deux vont toujours de pair, en prenant pour constat un petit peu de départ qu'il s'agit d'une nouvelle phase dans un processus d'automatisation. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup insisté sur cette idée d'automate numérique. De même que les savoir-faire avaient été automatisés dans les machines-outils, de même, aujourd'hui, ce sont les savoirs-pensés qui sont automatisés à travers ces machines algorithmiques. Donc, il ne s'agit plus d'une extériorisation des capacités manuelles, on pourrait dire, mais d'une extériorisation des capacités intellectuelles. Or, cette extériorisation des capacités intellectuelles, en fait, elle n'a pas du tout commencé avec les technologies numériques, puisque quand on regarde l'un des premier texte de philosophie, c'est peut-être pas du tout le premier, mais disons le texte, le dialogue qui s'intitule Le Phèdre de Platon, dans lequel Platon évoque la question de l'écriture, la question qui est posée, c'est précisément celle de l'extériorisation d'une faculté, et pas n'importe laquelle, la mémoire, qui est donc extériorisée à travers le support écrit. Et donc dans ce texte, Platon évoque le mythe égyptien de l'origine de l'écriture, qu'il raconte très brièvement, et dans lequel le dieu égyptien Thoth, qui est l'inventeur de l'écriture, présente son invention au roi des Égyptiens, qui s'appelle Tammuz, en lui disant qu'il a inventé une technique qui constitue un remède pour soulager la science et la mémoire, ou la connaissance et la mémoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que grâce à l'écriture, on va pouvoir extérioriser toutes sortes de connaissances et donc se souvenir de beaucoup plus de choses qu'avec notre simple mémoire vivante, si je puis dire, et puis surtout s'en souvenir de manière beaucoup plus exacte, parce que nous, quand on se souvient d'une chose, on oublie toujours la moitié, etc. On fait un petit peu le tri, disons, selon souvent aussi ce qui nous arrange et ce qui nous dérange. Et l'écriture, en revanche, elle permet de mémoriser de manière exacte les connaissances, elle permet de les mémoriser en grande quantité, et elle permet surtout de les mémoriser après la mort ou la disparition des individus vivants. Donc elle permet en fait une sorte de survie. Voilà. Et puis donc le roi Tammuz, c'est un texte qui est devenu très connu depuis, mais peut-être que vous ne l'avez pas exactement en tête. En tout cas, le roi Tammuz lui répond au dieu Thoth. Effectivement, c'est une belle invention, mais elle présente aussi un certain nombre de dangers, puisque, je le cite, lorsque les citoyens auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir.
Tu as trouvé le remède non point pour enrichir la mémoire, mais pour conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront en effet beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires au lieu de vrais savants. Autrement dit, ils se reposeront sur les traces écrites, ils répéteront bêtement ce qui est écrit, ils ne chercheront plus à se souvenir par eux-mêmes et donc à interpréter à leur manière et à comprendre ce qu'ils disent en fait. C'est vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la compréhension. Et pour Platon, en fait, ça c'est un gros problème puisque il existe effectivement des personnages qui répètent des connaissances sans les comprendre, sans les interpréter. Ce sont les sophistes qui font l'objet de beaucoup de réflexions aussi dans les textes de Platon et qui précisément en fait sont définis comme ceux qui ne produisent pas leur savoir, mais qui vont chercher leur savoir ailleurs et qui l'apprennent par cœur en fait et qui le récitent ensuite aux citoyens et qui manipulent ainsi les citoyens et puis qui transforment le savoir dans une sorte de marchandise qu'ils vont ensuite vendre. Ils vont vendre leur discours et les citoyens vont apprendre les discours et puis croire qu'ils peuvent ainsi paraître très savants en société. Donc toute cette critique de l'écriture, d'une certaine manière, elle est indexée aussi sur une réflexion sur la sophistique et son rôle dans la cité. Et donc le sophiste, comme le rappelle Heidegger, qui a longuement commenté ce dialogue de Platon, le sophiste a pour caractéristique d'être indifférent à son discours en fait. Il peut prouver une thèse, il peut prouver la thèse contraire parce que tout ça ne l'affecte pas, parce qu'en fait il n'a pas besoin de croire en réalité en ce qu'il dit. Voilà, donc si vous voulez, il y a trois grands risques qui sont, en fait on pourrait développer beaucoup plus, mais disons qu'il y a quand même trois grands risques qui sont soulignés par Platon dans ce texte à l'égard de la technique de l'écriture. D'une part, le risque de la perte de mémoire à travers l'extériorisation de la mémoire, le risque d'une sorte de stérilisation de la culture collective, puisque comme les citoyens ne vont plus apprendre par eux-mêmes, mais répéter d'une certaine manière bêtement le savoir, évidemment, le savoir ne peut plus évoluer, ne peut plus se transformer. Et puis, troisièmement, le risque de l'exercice en fait d'une forme de pouvoir sur les esprits des citoyens par les sophistes. Et c'est la raison pour laquelle, dans le texte du Phèdre, le terme qui désigne l'écriture est le terme de pharmakon, qui est un terme grec, évidemment, qui est le terme qui a donné le terme de pharmacie en français, mais qui, en grec, veut dire le remède et le poison à la fois, qui veut dire qui a les deux significations. C'est ce que remarque longuement Derrida dans un texte qui a une sorte de commentaire en fait, qui a un commentaire même du Phèdre qui s'intitule La pharmacie de Platon et qui souligne en fait la dimension intraduisible de ce terme de pharmakon en disant en fait on ne peut pas traduire ce terme grec parce que ce qu'il a de particulier et d'intéressant c'est qu'il combine ces deux polarités contraires du poison et du remède, de la curativité et de la toxicité. Et voilà. Et donc ce terme-là, non traduisible, donc intraduisible, il a été conservé par donc Bernard Stiegler, qui est un philosophe contemporain qui a beaucoup travaillé dans la lignée, disons, des questions ouvertes par Derrida, et qui a considéré que cette notion de pharmakon ne s'appliquait en réalité pas seulement à l'écriture alphabétique, mais à tout type de technologie plus généralement, et en particulier à ce que lui appelle, on va dire, les technologies d'enregistrement, tout simplement. C'est-à-dire que l'écriture est d'abord une technologie d'enregistrement qui permet d'enregistrer le discours. Et pour Stiegler, ces technologies d'enregistrement, en fait, elles constituent un type spécifique de technologie. C'est un petit peu ce que nous, on appelle les médias d'habitude, au sens où elles ont pour fonction explicite de conserver la mémoire. D'une certaine manière, toute technique conserve toujours une mémoire, ne serait-ce que la mémoire des savoirs qui ont permis à la fabriquer, etc. Mais il y a certaines techniques qui ont pour rôle explicite de conserver la mémoire. Ce sont toutes ces technologies d'enregistrement, donc l'écriture, mais ensuite l'imprimerie, la presse, puis les enregistrements phonographiques, photographiques, cinématographiques, la télévision et aujourd'hui les technologies numériques, qui sont vraiment des supports de mémoire, des supports de symboles qui sont constitutives en fait de nos milieux symboliques. Et donc pour Stiegler, toutes ces technologies, elles ont une dimension pharmacologique au sens où elles constituent à la fois des puissances curatives et des puissances destructrices,
mais il faut ajouter quelque chose, il faut ajouter que pour lui, elles constitueront toujours des puissances destructrices si elles ne sont pas adoptées et transformées pour devenir curatives, justement. Autrement dit, ce n'est pas une simple thèse qui admet la neutralité de la technique, hein. C'est-à-dire qui dirait, en fait, finalement, toute technologie peut être bonne ou mauvaise, et puis il suffit juste d'attendre de voir ce qu'elle va nous faire. Mais c'est plutôt une thèse qui consiste à dire que si on ne prend pas soin de la technique, c'est pour ça qu'il écrit ici qu'il faut prendre soin du pharmacone, en fait, c'est elle qui va s'occuper de nous d'une certaine manière. Elle risque de devenir dangereuse. En fait, la potentialité curative du pharmacone risque de se déployer. Et donc cette perspective, elle est intéressante aujourd'hui, me semble-t-il en tout cas, pour venir contrebalancer les discours en fait transhumanistes ou technosolutionnistes qui nous viennent en général des entrepreneurs de ces technologies, hein, qui considèrent la technologie comme une solution à toutes sortes de problèmes. Donc c'est ce que ce chercheur Evgeny Morozov a appelé le solutionnisme technologique. Et si vous écoutez un petit peu les discours en fait de ces entrepreneurs du numérique, ce sont toujours des discours qui prônent l'augmentation par la technologie. La technologie est toujours ce qui nous rend, ici, plus productifs, plus intelligents, en meilleure santé, plus divertis, etc. C'est toujours ce qui nous augmente, en fait. Alors que cette perspective pharmacologique, justement, elle implique de penser l'ambivalence de la technologie. C'est-à-dire de penser que ce qui nous augmente est toujours aussi ce qui nous diminue, en fait. C'est vraiment ça l'exemple de l'écriture. À la fois, la mémoire est démultipliée, les pouvoirs de la mémoire sont démultipliés, puisqu'on va pouvoir transmettre toutes sortes de connaissances et se souvenir de beaucoup de choses, mais en même temps il y a une diminution aussi qui est à l'œuvre en fait, et l'augmentation implique la diminution et vice versa. Et donc toute la question, ça va être de savoir comment limiter les effets potentiellement toxiques de ces pharmacas en fait, de ces technologies. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu les technologies, enfin les nouvelles technologies d'écriture, ou plutôt les nouvelles industries en fait d'écriture qui se développent aujourd'hui, avec ces lunettes qui sont celles de Platon d'une certaine manière, on se rend compte qu'on est face à une nouvelle phase en fait dans la délégation d'une capacité, au sens où on n'est plus en train de déléguer nos mémoires seulement, mais plus généralement nos capacités d'expression, puisque en fait on va demander à certaines technologies de s'exprimer à notre place, c'est-à-dire de générer du texte à notre place, de générer des images à notre place, de générer du son à notre place. Et or, le fait de s'exprimer, évidemment, ça implique de mettre en œuvre sa mémoire, c'est-à-dire de se souvenir de tout ce qu'on a entendu, lu, etc. auparavant, mais aussi son imagination, c'est-à-dire le fait même de viser un sens implique l'imagination. En fait, quand on parle, on est toujours en train d'imaginer d'une certaine manière le sens qu'on cherche à produire. On est toujours en train d'imaginer aussi son interlocuteur, surtout quand on écrit, mais aussi quand on parle, hein, parce que si on coïncidait avec son interlocuteur, on n'aurait pas besoin de parler d'une certaine manière. Donc il y a toujours à la fois la mémoire et l'imagination qui sont à l'œuvre. Or, la mémoire et l'imagination sont des capacités intrinsèquement singulières qui sont différentes d'individu en individu. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait deux individus vivants qui aient la même mémoire, puisqu'il faudrait qu'ils aient vécu exactement la même chose, hein, ce qui est impossible. Et c'est impossible aussi que deux individus vivants aient le même type d'attente. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on lit un texte, si moi je lis un texte et que quelqu'un d'autre lit un texte, puis qu'on en fait un résumé, chacun aura un résumé bien souvent très différent. C'est ce qu'on constate quand on demande à des étudiants, par exemple, de faire des commentaires de texte, etc. Donc il y a une forme de diversité en fait et de singularité qui est à l'œuvre dans ces capacités expressives et qui pourrait en tout cas être menacée à travers leur délégation à ces machines algorithmiques, puisque ces machines, qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, alors c'est toujours pareil, ça n'a rien à voir avec des neurones, c'est des fonctions logiques, des fonctions mathématiques, mais comme on a ce vocabulaire très biomimétique ou anthropomorphique, on décrit ces systèmes avec des images, liées au corps vivant ou liées aux activités humaines, mais en réalité, ces réseaux de neurones, ils ont un fonctionnement statistique.
C'est-à-dire que les IA génératives, elles fonctionnent sur la base du traitement statistique de quantités massives de données. Donc, voilà, vous connaissez sans doute mieux que moi le fonctionnement de ces dispositifs, mais grosso modo, il s'agit de calculer les termes les plus probables qui correspondent à la suite de la demande que vous avez promptée, comme on dit, en faisant des calculs statistiques sur toutes les données que les machines ont absorbées, qui sont en général des quantités massives de données, puisqu'elles s'exercent sur tout ce qui est disponible sur le web, ou presque, hein, à l'exception de quelques journaux qui ont demandé à ce qu'on leur pille pas leur contenu. Et elles fonctionnent en fait un petit peu comme les logiciels d'autocomplétion qui, quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, des logiciels d'autocomplétion vont vous suggérer la recherche la plus probable. C'est-à-dire que vous croyez qu'ils lisent dans votre esprit. Bon, évidemment, en fait, ils font juste des calculs de moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien dans le cas de cet exemple-là que ce qui vous est suggéré, c'est toujours ce qui est le plus probable, ce qui est déjà massivement représenté dans les jeux de données. Et c'est exactement la même chose avec les IA génératives, c'est-à-dire que ce qui est suggéré, ce qui est rédigé, c'est toujours ce qui est massivement représenté, les contenus majoritaires, disons. Donc c'est des machines qui renforcent les moyennes, en fait, et qui éliminent les singularités, parce que évidemment quelque chose de très improbable, de très singulier, de très rare, qui représente un écart par rapport à la norme ou par rapport aux idées largement répandues, etc., ne sera jamais pris en compte dans les statistiques, en fait, sera de fait effacé de manière systémique. Et donc il y a un effet d'uniformisation là qui risque aussi de se produire, d'autant que donc c'est la raison pour laquelle ces dispositifs ont été décrits comme des perroquets stochastiques dans cet article dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait beaucoup de bruit parce que l'une des chercheuses, Emily Bander, qui est l'une des autrices de cet article, travaillait chez Google et a été licenciée suite à la publication de cet article, dans laquelle elle disait qu'il y avait de gros dangers à développer ces modèles, notamment du point de vue de la diversité linguistique, parce que ce sont des modèles qui sont entraînés massivement sur des contenus anglo-saxons, qui sont largement majoritaires sur le web, et que ça crée des problèmes d'uniformité linguistique, puisqu'évidemment, les langues qui ne sont pas représentées sur Internet, elles ne seront pas représentées dans les textes automatiquement générés. Par ailleurs, je pense qu'il y avait aussi il y avait un gros enjeu dans cet article, hein, qui était un peu différent, dont je ne vais pas parler ici, mais qui était l'enjeu de la question environnementale, donc la consommation énergétique de ces gros modèles de langage, qui est absolument catastrophique. Et ce qui était suggéré, notamment par cet ensemble de chercheurs et chercheuses, consistait à dire que les personnes qui développent ces modèles devraient accorder un budget pour faire le tri, nettoyer en amont leur jeu de données, et d'une certaine manière, ne pas absorber toutes les données qui traînent, quoi, si je puis dire. Parce qu'évidemment, les modèles vont avoir tendance à renforcer non seulement les langues dominantes, les expressions dominantes, mais aussi les biais dominants, les stéréotypes dominants, les préjugés dominants, etc. Et donc, outre toute cette question des biais et des préjugés, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de contenu automatisé qui est présent sur Internet, évidemment. Et comme ces modèles s'entraînent sur tout le contenu présent sur Internet, ils finissent par s'entraîner sur des données qui ont déjà été automatiquement générées. Or, comme le montre cet article scientifique, mais comme on pouvait aussi s'en douter intuitivement, quand on entraîne un modèle sur des contenus qui ont déjà été artificiellement générés, forcément les contenus produits sont de moins bonne qualité, enfin en tout cas à l'aune de nos critères humains, et sont de plus en plus uniformisés, puisqu'en fait c'est des probabilités effectuées sur des probabilités d'une certaine manière. Donc ça crée des tendances à l'uniformisation. C'est ce qu'on peut voir par exemple dans cette succession d'images où à chaque fois la machine est entraînée sur l'image précédente, et on voit bien qu'à la fin l'image est de moins en moins signifiante, en fait. Voilà. Donc on retrouve aussi, si vous voulez, on retrouve un petit peu les risques qu'avait identifié Platon à l'époque de l'écriture alphabétique, puisque d'une part il y a ce risque d'extériorisation de nos capacités psychiques à travers l'extériorisation de la mémoire et l'extériorisation de l'expression, et puis d'autre part il y a ce risque d'uniformisation culturelle, en fait, et de renforcement des moyennes d'une certaine manière.
sachant que, évidemment, hein, le renouvellement de la culture dans quelque sphère que ce soit suppose toujours de faire droit aux écarts, en fait, à ce qui est original, à ce qui est différent. On renouvelle jamais une discipline, qu'elle soit scientifique ou artistique, en répétant le passé, quoi. Et bien souvent, les nouvelles théories, justement, sont subversives au sens où elles font un pas de côté par rapport à ce qui est la pensée dominante. Donc il y a aussi ce risque d'uniformisation et de stérilisation, disons, de l'évolution culturelle. Et enfin, on retrouve aussi évidemment le risque de manipulation des esprits, puisque ce sont des machines qui permettent de générer toutes sortes de fausses informations, et de fausses informations qui ont pour principale caractéristique d'être parfaitement indiscernables des vrais. Alors ici, les mots vrai et faux sont peut-être pas les bons mots, évidemment, mais disons que petit à petit, on va s'habituer en fait à devoir toujours douter finalement de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, parce qu'on ne pourra pas savoir si c'est un texte ou une image qui a été générée par une intelligence artificielle ou par un groupe d'humains qui l'ont à peu près certifié. Et c'est potentiellement très dangereux, en particulier parce que non seulement, disons, à cause de la production de contenus falsifiés, mais à cause de la possibilité d'alimenter des faux comptes, parce que c'est très facile avec ce type de dispositif d'alimenter des faux comptes, parce que vous pouvez faire générer toutes sortes de textes, toutes sortes d'images, etc. Donc alimenter beaucoup de faux comptes en quantité massive. Or, les faux comptes sont actuellement ce qui est, disons, la principale technique en fait des industries de la désinformation qui c'est ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire qui vont, vous allez acheter un ensemble de faux comptes à telle ou telle entreprise qui va, par exemple, accumuler les vues sur une vidéo ou sur un contenu, et comme les algorithmes de recommandation des principaux réseaux sociaux commerciaux amplifient les contenus qui ont beaucoup de vues, votre contenu va être amplifié massivement. Hein. Et donc, avec ce type de dispositif, non seulement vous pouvez produire les fausses informations, mais vous pouvez aussi amplifier massivement les faux contenus. C'est ce qu'expliquent ces deux chercheurs dans cet ouvrage. Et donc, évidemment, il y a aussi un risque massif de désinformation qui est d'autant plus que ces dispositifs, hein, comme ça, j'ai pas mis l'article, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui a été publié récemment qui montrait que, en fait, ChatGPT et je crois que c'était Gemini, donc l'IA générative de Google, me semble-t-il, allaient piocher dans des sites de désinformation. Je crois que c'était des sites de propagande russe, enfin, peu importe, de toute façon, elles se nourrissent, en fait, enfin, elles sont très aisément manipulables, en fait. Donc, elles peuvent très bien se nourrir, aller piocher leurs sources dans des sites de désinformation, si ces sites sont un peu malins et arrivent à être repérés plus que d'autres par les IA. Donc on retrouve en fait les trois risques que Platon avait évoqués déjà à l'époque de l'écriture alphabétique, mais qui se rejouent à des échelles tout à fait différentes, à des échelles de temps et à des échelles d'espace aussi tout à fait différentes. De temps parce que ces technologies évoluent très vite, d'espace parce qu'elles sont massivement utilisées à l'échelle de continents entiers. Et donc, ces trois risques, le risque de prolétarisation, disons de perte de savoir, donc de perte de la mémoire, de perte de l'expression à travers l'extériorisation, le risque de l'uniformisation, la standardisation et donc la difficulté à faire évoluer les cultures collectives, et puis le troisième risque qui est celui de la manipulation des opinions et de la désinformation. Alors, tout l'enjeu, en fait, une fois qu'on a identifié un peu ces risques, tout l'enjeu va consister à se demander un peu quel type de technologie pourrait permettre de faire face à ces enjeux-là. Parce que justement, cette perspective pharmacologique, elle consiste à dire que on ne peut jamais
éliminer le pharmacone, en fait. On ne peut jamais éliminer le poison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement rejeter l'intelligence artificielle et se dire, bon, bah, on ne l'utilise pas. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est complètement impossible parce que c'est structurellement, ça configure structurellement nos milieux symboliques, en fait. Donc la perspective pharmacologique, elle implique de se demander quel type de nouveaux dispositifs on peut envisager, on peut faire émerger, on peut soutenir pour limiter en fait ces effets nocifs et à l'inverse pour engager des dispositifs différents et qui ont des effets plus curatifs, à la fois ou plus bénéfiques, on pourrait dire plutôt, à la fois pour nos facultés mentales, psychiques et à la fois pour nos cultures collectives. Et puis aussi pour nos régimes politiques, tout simplement, parce que là, on voit bien à quel type de régime politique mènent les réseaux sociaux commerciaux et l'intelligence artificielle générative. Alors, on peut avoir tous les avis politiques qu'on souhaite, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas des régimes démocratiques et que cette manière de faire circuler l'information dans l'espace médiatique numérique n'a rien de démocratique. Donc l'enjeu, c'est justement de se demander, voilà, si une intelligence artificielle est possible, qu'il soit mise au service des pratiques de réflexion, d'expression, d'interprétation, de délibération collective, et non pas de l'automatisation. Parce que ce qu'on peut voir quand on regarde un peu l'histoire de l'intelligence artificielle, et je pourrais y revenir peut-être un peu tout à l'heure, c'est que le grand paradigme qui a dominé, alors on nous dit beaucoup, oui, il y a deux grandes écoles, il y a l'école symbolique, l'école connexionniste, etc. Bon, il y a toute une histoire et une manière de raconter cette histoire aussi. Mais en fait, on peut aussi regarder cette histoire en voyant que le paradigme qui a dominé, c'est toujours le paradigme de l'imitation, de la simulation et de l'automatisation en fait. Depuis le début, depuis les années 50, depuis l'article de Turing sur le jeu de l'imitation, c'est des technologies qui ont été développées pour imiter les humains, pour simuler les comportements humains. Et en fait, on peut constater qu'il y a une autre, que dans cette histoire, il y a une autre tendance tout à fait minoritaire, absolument pas revendiquée, soutenue et portée comme telle, qui consiste à développer ces technologies pour en faire des supports de savoir et de partage et de relations collectives, en fait. Et que c'est un autre paradigme, en fait. Et moi, je pense que c'est ce paradigme-là qui peut être vraiment intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire de développer des technologies qui permettent le partage des savoirs et non pas l'automatisation des comportements. Donc, évidemment, et c'est ce que Bernard Stiegler appelait donc des technologies contributives ou des technologies délibératives, ou encore des technologies herméneutiques. Donc l'exemple le plus concret, et puis je vais bientôt m'arrêter, que tout le monde connaît, c'est l'exemple de Wikipédia, qui en fait, et j'ai souvent fait remarquer que c'est une évidence, hein, mais je pense que c'est important de le faire remarquer, que Wikipédia avait un fonctionnement tout à fait contraire à ChatGPT. C'est-à-dire que Wikipédia, c'est une plateforme sur laquelle les individus vont partager leur savoir singulier, en fonction de là où ils viennent, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont envie de partager, donc c'est tout à fait singulier, et vont, à partir de ces contributions singulières, il y a des règles transparentes qui vont permettre des formes de délibération collective et surtout de certification collective. Après, ça ne veut pas dire que Wikipédia est parfait, c'est pas du tout le sujet, il y a plein de biais aussi dans Wikipédia, mais du coup, c'est une plateforme numérique, c'est aussi de l'intelligence artificielle d'une certaine manière, qui permet la co-construction de savoir, et l'accès du savoir au plus grand nombre et la certification de ces savoirs. C'est-à-dire que Wikipédia a réussi quelque chose d'assez incroyable, c'est à produire du crédit en fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont sur Wikipédia et ils ne sont pas là à se dire bon, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Peut-être ils devraient le faire plus, mais enfin, il y a un système de sourçage, il y a un système de consensus, etc. Alors beaucoup de personnes disent que justement c'est trop consensuel et tout ça, évidemment, mais comme d'une certaine manière, tout savoir humain a toujours ses biais. Mais néanmoins, il y a une construction collective de savoir. Alors que dans un dispositif comme ChatGPT, évidemment, c'est pas du tout du savoir qui est construit. Il n'y a aucune certification, c'est que de la probabilité, quoi. Donc, et c'est encore une fois un générateur automatique de texte qui se fait passer pour un moteur de recherche. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Si vous lui demandez le livre de physique quantique que Anna Lombert a écrit en 1850, il va vous répondre, il va vous donner l'exemple d'un livre, puisqu'il n'est pas fait, il va pas chercher des informations, ni des savoirs certifiés, il génère du texte, quoi. Donc, voilà. Donc souvent on nous dit
attention aux paniques morales, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, tout le monde a peur, tout le monde avait peur avec Wikipédia, tout le monde a peur avec ChatGPT. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue que les modèles économiques qui sont derrière sont quand même complètement différents, que les usages sont complètement différents et que d'un côté, la technologie est mise au service du collectif et que dans l'autre, elle est mise au service en fait du remplacement et de l'automatisation des activités symboliques humaines. Donc voilà. Et puis alors après, il y a toutes sortes de dispositifs technologiques qui sont, me semble-t-il, très intéressants, et vous en connaissez peut-être d'autres, mais qui permettent justement de soutenir ces activités d'expression, d'interprétation et de délibération. Et je vous donne juste quelques exemples, puis je vais m'arrêter là, mais cette plateforme qui s'appelle Tournesol, qui est une plateforme de recommandation collaborative qui est développée par une association, qui permet en fait à des citoyens d'évaluer des vidéos qui circulent sur Internet, sur YouTube notamment. Et donc ces vidéos vont être classées en fonction des évaluations des citoyens. Et ensuite, l'algorithme va se baser sur ces évaluations pour les recommander. C'est-à-dire que c'est pas comme sur YouTube, par exemple, où l'algorithme ne se base pas du tout sur les évaluations, il se base sur ce que vous avez aimé ou regardé, ou même le temps que vous avez passé sur une vidéo. Et c'est comme ça qu'il recommande les vidéos. Or, ici, la philosophie de cette plateforme-là, elle consiste à dire deux choses. La première chose, c'est que c'est pas tout à fait normal en fait que ce soit une entreprise privée, à savoir YouTube, c'est-à-dire Google, qui choisisse quelles sont les vidéos qui sont recommandées à tout le monde. En fait, on pourrait très bien aller sur YouTube et puis avoir d'autres systèmes de recommandation qui nous recommandent des choses différentes. En fait, on voit pas pourquoi ce serait nécessairement YouTube qui devrait nous recommander les vidéos, d'autant plus que YouTube n'est pas reconnu par le droit comme un média. C'est toute l'ambiguïté de ces plateformes qui ont toujours affirmé qu'elles étaient neutres du point de vue du contenu qui circulait, alors même qu'elles imposent leur ligne éditoriale à travers leurs algorithmes de recommandation. Mais à partir du moment où elles refusent d'être reconnues comme un média, on pourra avoir d'autres algorithmes qui recommandent sur ces plateformes les contenus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces algorithmes, plutôt que d'être purement quantitatifs et mimétiques, c'est-à-dire plutôt que de vous recommander toujours les contenus que vous avez déjà vus ou qui ressemblent à ceux que vous avez déjà vus ou qui sont les plus vus, en fait, ils pourraient se fonder sur les évaluations humaines, sur la recommandation par les pairs, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez le jazz, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir des contenus recommandés par des amateurs de jazz que des contenus recommandés par YouTube, qui en fait n'écoute pas la musique, n'est complètement indifférent au contenu, tout aussi indifférent que les sophistes étaient indifférents à leur discours. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est très importante et que j'ai oubliée maintenant, qui était quand même la chose la plus intéressante avec cette plateforme, et je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Ah oui, si, voilà, si, c'est ça. En fait, ce qui est très intéressant aussi avec cette plateforme, c'est que, le présupposé de base de ceux qui la conçoivent, c'est que, si vous voulez, c'est pas parce que vous regardez longtemps telle ou telle vidéo, ou c'est pas parce que vous avez aimé telle ou telle vidéo que vous pensez que cette vidéo doit être recommandée publiquement à tout le monde. Vous voyez, il y a deux choses. Vous pouvez adorer chez vous regarder des vidéos débiles, c'est pas pour ça que vous pensez qu'il faut recommander à tout le monde ces vidéos débiles. Or, aujourd'hui, les algorithmes de recommandation fonctionnent sur cette base-là, si vous voulez. Ça, c'est un gros problème en termes de circulation de l'information. Et donc là, l'idée de ces personnes, c'est de compter sur, si vous voulez, les capacités de décision et de réflexivité des usagers qui vont, en fait, réfléchir à quelle vidéo doit être recommandée publiquement. C'est-à-dire que, voilà. Bon. Mais on peut imaginer d'autres types de systèmes de recommandation. Tournesol, en fait, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en connais pas d'autres qui existent, mais ce que je veux dire, c'est un exemple parmi beaucoup de choses qui pourraient devenir possibles. C'est pas forcément le modèle à suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est de revendiquer justement ce pluralisme algorithmique pour lequel on a beaucoup... qu'on a essayé de défendre au sein du Conseil national du numérique et dans le cadre des états généraux de l'information. Donc vous pouvez retrouver en ligne, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais vous avez en ligne le rapport des états généraux de l'information qui a repris cette proposition de pluralisme algorithmique en disant que la
les régimes démocratiques fonctionnent sur la base de la pluralité de la presse et de la pluralité des médias, et donc aujourd'hui on doit défendre la pluralité des algorithmes, sans quoi les informations ne peuvent plus circuler de manière diversifiée dans la sphère médiatique numérique, et c'est un gros problème démocratique. Bon, et puis il y a aussi la plateforme Police, donc que je voulais évoquer rapidement, qui permet, elle, pour le coup, de faire de la délibération en ligne, collective, mais voilà, là aussi le principe est très intéressant parce que si vous voulez, sur cette plateforme, en fait, donc vous avez une question générale qui va être posée, et puis vous allez pouvoir faire des propositions. En général, c'est censé servir à la délibération politique. Donc, je sais pas, vous avez un groupe de citoyens et vous allez avoir une question qui va être posée sur, je crois qu'elle a été connue parce qu'elle a été utilisée par le gouvernement taïwanais pour interroger les citoyens sur la politique à mener à l'égard de l'entreprise Uber. Bon, mais peu importe. Et les citoyens peuvent faire des propositions. Et en fait, ils votent aussi pour les propositions qui sont faites par les autres citoyens. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des groupes d'opinion qui sont démarqués tout de suite. Donc vous allez avoir les gens qui sont pour l'entreprise Uber, les gens qui sont contre. Bon, voilà. Les groupes d'opinion sont tracés en fait par l'algorithme en fonction des votes de toutes les personnes. Et ensuite, les propositions que l'algorithme a pour fonction de faire remonter, ce sont des propositions qui sont transversales aux différents groupes d'opinion. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire des propositions clivantes qui vont mettre tous les gens à droite ou tous les gens à gauche d'accord, mais c'est de faire des propositions qui peuvent avoir un accord de la part des différents groupes d'opinion. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne complètement différemment des réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux commerciaux, je dis bien, c'est toujours les contenus les plus clivants, les plus polarisants, qui sont mis en avant, qui sont amplifiés, parce que le but, c'est de créer de la réaction immédiate, en fait. Et donc, ce qui crée de la réaction immédiate, c'est le sensationnel, c'est le choquant, le provoquant, etc. Donc, voilà, c'est un type d'outil qui prend complètement qui renverse un petit peu le pharmacone dans un sens tout à fait intéressant. Bon, et puis j'avais quelques autres exemples, mais je vais m'arrêter là, notamment, je vais m'arrêter là. Mais l'idée, donc, l'idée est très simple, c'est simple, elle consiste à dire que il est possible de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour faire autre chose que de l'automatisation des capacités symboliques, mais au contraire pour soutenir justement des nouvelles manières de produire du savoir, de produire de la délibération politique et de trier un petit peu les contenus symboliques qui nous sont délivrés tous les jours par les médias numériques. Voilà, je m'arrête là et puis on peut peut-être discuter si vous voulez. Je crois que ça suffit, je ne sais pas.